Salut les seniors, tous les conseils pour profiter pleinement de votre deuxième vie. Et salut les optimistes également, on va parler optimisme et vous expliquer que plus on est optimiste et plus notre vie se passe bien et peut-être même qu'on peut vivre un peu plus longtemps. Bienvenue à nos invités. Annie Carton-Caron, vous êtes maître de conférences et enseignante-chercheur à l'université de l'Artois. Bienvenue également à Zélie Willem, vous êtes coach. Alors vous coachez des dirigeants, des managers, mais elle va nous coacher nous aussi. Vous faites des conférences aussi sur tous ces sujets positifs, l'optimisme. Et bienvenue à Lucille Guilbeault. Vous êtes chef de projet à la CARSAT Hauts-de-France qui nous invite aujourd'hui. Tiens, une première question qu'on vous pose à vous et qu'on a posée à quelques personnes que nous avons rencontrées. Comment vous faites, vous, pour garder le moral au quotidien ? Je suis plutôt optimiste. Pourquoi pas ? Parce que même à 83 ans, on peut encore être optimiste en se disant qu'on a encore beaucoup d'années à vivre. Il faut toujours positiver, voilà, pour moi. Même si vous avez des difficultés, il faut essayer de reconvertir ça en positif. Je suis optimiste, oui, mais pas à l'extrême. Bon, pas pessimiste, c'est sûr, mais il faut être réaliste. Tout n'est pas parfait non plus. Effectivement, c'est très difficile aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, d'arriver à être optimiste par rapport au futur. Mais il faut vivre de toute façon le temps présent. Moi, ce que je leur conseille, c'est de tout de suite, avant que le moral descende vraiment bas, tout de suite, c'est de faire quelque chose qui leur plaît. Tout de suite. Et ça va les occuper l'esprit et puis ils vont plus penser à ces petits soucis. Voilà, moi c'est ce que je fais. Mais merci pour ces témoignages. Et nous, on va vivre ce moment aussi avec optimisme. Vous avez un premier conseil, là, Zélie, sur comment être optimiste quand on se réveille le matin ? Alors, quand on se réveille le matin, je dirais déjà, c'est d'en avoir envie. En fait, l'optimisme, on pourrait dire que c'est une gymnastique. Alors, on ne se met pas tout de suite à faire le grand écart parce que ça fait un peu mal. Mais on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ? Des petits pas pour aller vers une attitude positive déjà. Alors vous, ce matin, par exemple, votre petit pas à vous, ça a été quoi ? Alors moi, déjà, j'avais rendez-vous avec vous. Et alors, je dirais que déjà, de bien s'entourer de gens optimistes, ça fait super du bien. Parce que là, on va venir voir qu'il va y avoir une contagion positive. On n'est pas venu pour parler de choses négatives. Donc, ça va contribuer aussi à l'optimisme. Et ce que nous voulons vous dire, c'est que l'optimisme n'a pas d'âge. Alors, Lucille Guilbeault, la CARSAT s'occupe de nos retraites et nous invite à ce rendez-vous. Salut les seniors, mais votre boulot, c'est aussi de nous aider à bien vivre cette deuxième vie. La dimension morale est essentielle, en fait, hein. Tout à fait. C'est vrai que nous, au-delà du paiement des retraites, on a aussi une mission de service public qui est la prévention de la perte d'autonomie et donc le fait de garantir un vieillissement en bonne santé à nos retraités. Et la dimension psychologique et mentale de la santé est tout aussi importante que la santé physique. Moi, c'est vrai qu'en préparant un petit peu cette émission, j'ai trouvé un chiffre qui était très intéressant, qui vient de l'Université de Boston. C'est que les individus optimistes allongeraient leur durée de vie de 11 à 15%. Donc c'est vrai que l'optimisme, c'est un état d'esprit qui est essentiel dans le cadre du bien vieillir et qu'on a envie de valoriser à la CARSAT Hauts-de-France. Non, vous entendez, on peut allonger notre vie de 7 à 10 ans si on est optimiste. Alors, on va vous donner quelques clés pour vivre l'optimisme. Vous êtes optimiste, vous ? J'essaye de l'être en tout cas. Comment ? C'est vrai qu'en essayant déjà de rire, on verra justement le reportage sur le yoga du rire. Et nous, on a expérimenté aussi avec un centre social qui est le centre de Froissy-Crèvecoeur, dans le cadre de notre laboratoire d'innovation sociale, justement une expérimentation autour du yoga du rire, parce qu'on sait que rire, ça a des vertus, notamment pour le moral. Challenge, avant la fin de notre rendez-vous, vous devez nous faire rire. D'accord, je vais y réfléchir. Anne Carton-Caron, alors vous travaillez sur toutes ces thématiques qui sont liées au bien-être de la personne, c'est important. L'optimisme, est-ce que vous pouvez nous le définir ? Parce que c'est très large. Comment ça s'incarne concrètement ? Alors, si je prends une définition d'auteurs qui ont cherché à la définir, on va dire qu'une personne optimiste, c'est quelqu'un qui s'attend
à vivre des expériences de vie positives dans le futur. Donc il y a un côté un petit peu anticipatoire, c'est-à-dire que quelqu'un qui est optimiste, quelle que soit en fait la gravité et la difficulté de la situation, il va y trouver une issue positive. Alors, même aujourd'hui, hein, parce que quand même l'ambiance est un peu morose, Oui. à tous les étages, l'optimisme, c'est il y a une lumière au bout du tunnel, c'est ça? C'est déjà une manière de traiter l'information, c'est-à-dire quelle que soit la nature de l'information, qu'elle soit positive ou négative. C'est un petit programme, en fait, comme si vous aviez un petit programme informatique dans votre ordinateur, ce qu'on appelle des schémas cognitifs en psychologie. Les sociologues appelleraient ça de la socialisation, qu'elle soit primaire ou secondaire. Chacun a ses terminologies, on va dire, universitaires, mais c'est un moyen de traiter l'information. Par exemple, si on me dit que je vais vivre, ça va être difficile, je peux dire, oh là là, ça va être... Je ne vais pas m'en sortir, c'est pas possible. Ou alors, je peux dire, ok, c'est difficile, mais voilà, je vais mettre toutes les stratégies et je ne vois pas pourquoi j'y arriverai pas. C'est ça l'optimisme. Donc du coup, c'est un trait de personnalité, parce qu'on dit souvent, oh lui, ou elle est optimiste. Alors c'est une belle question, ouais. Parce que certains auteurs définissent la notion de trait d'optimisme comme un trait de personnalité. D'autres auteurs parlent plutôt d'un continuum d'optimisme, c'est-à-dire quelque chose qui est plus ou moins optimiste. Quand c'est un trait, c'est indépendant de toute situation, c'est-à-dire que vous allez tout le temps lire les choses. Alors, vous allez me dire peut-être qu'il y a des biais d'optimisme, c'est-à-dire être trop optimiste, est-ce qu'on ne fait pas des erreurs? Franchement, Zélie, là, non. En ce moment, il y a... non. Non, on ne fait pas d'erreur. On ne fait pas d'erreur, mais en ce moment, il n'y a pas de quoi être optimiste. Alors c'est difficile, je dirais que l'optimisme en ce moment n'est pas trop à la mode en fait. On nous invite au pessimisme. Et d'ailleurs, je vous partage quelque chose que j'ai adoré. J'ai vu dans le métro, pourquoi être optimiste alors que la dépression est à portée de main. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Voilà, c'est de se dire aussi, c'est tellement facile d'aller vers des gens qui vont pas bien parce on peut vite développer aussi une contagion négative. Il y a des avantages à l'être. Mais être optimiste, voilà, c'est pour ça qu'il faut le vouloir. Et on le rappelait, c'est la capacité à colorer un futur de manière positive, donc à mettre des lunettes roses. Ouais, c'est ça. Donc, ce que vous nous dites, c'est que il faut se rendre compte que son comportement peut changer. Rien n'est foutu. Alors, rien n'est jamais foutu. Après, il y a des flexibilités qui sont plus ou moins grandes en fonction de l'âge. Et là, je vais mobiliser quelques éléments qui sont un petit peu neurophysiologiques. Allons-y. Allons-y, je ne vais pas vous barber avec ça, mais... Accrochez-vous les amis. C'est juste que le vieillissement cognitif normal diminue en fait le volume en fait cérébral et donc impacte ce que l'on appelle les fonctions exécutives. Globalement, ce sont nos grandes fonctions intellectuelles mondiales qui amènent la flexibilité, l'inhibition et la mémoire. Alors, inhiber, on est au cœur de notre réflexion, parce que si vous avez des pensées qui sont négatives et que votre processus d'inhibition, il n'est plus aussi actif qu'il ne l'était à un âge jeune, vous allez avoir davantage de difficultés. D'où la nécessité de cultiver son optimisme, encore plus quand on est senior. D'accord. Non, moi j'ai compris. Comment ne pas rentrer dans de l'optimisme béat? Parce que moi je connais des gens, c'est tout est toujours merveilleux. Enfin, c'est pas crédible, quoi. Alors, pour rebondir justement sur ce que vous avez dit, c'est vrai que notre cerveau nous sert des scénarios catastrophes en permanence. Je dirais que c'est développer une posture peut-être un peu critique, de se dire qu'en fait, oui, il nous propose des scénarios, parce que c'est rare qu'il nous propose quand même des choses magnifiques. Donc c'est d'avoir un regard critique et de se dire, ok, il me propose des scénarios, mais je ne suis pas obligée de les prendre tels queux. Et de se dire aussi, et si ça se passait bien? Parce qu'on a une tendance aussi à aller voir, et voilà, et si ça se passait mal? Mais et si ça se passait bien, qu'est-ce qui se passerait en fait? Donc, au début de ma seniorité, et en particulier de la retraite, quelles sont les bonnes questions à se poser pour vivre ce deuxième temps de la vie de manière optimiste? C'est un sujet qu'on est en train de créer avec un collègue, donc ce sera un peu précoce pour moi d'y répondre, mais il y a des engagements, je pense que vous avez fait une émission là, sur les engagements des seniors, donc ça c'est quelque chose. Il y a un côté anticipatoire, c'est-à-dire qu'au lieu de dire « Oh, je subis en fait les choses négativement », comment je peux faire pour que ma retraite soit la plus belle possible? Qu'est-ce que je peux mobiliser? Quelles ressources j'ai? Quelles compétences j'ai? Voilà. Et puis, est-ce que j'ai envie de changer mon comportement? Parce qu'on
Pour changer un comportement, c'est complexe. On y perd un petit fragment de son identité, on va dire. Donc, est-ce que j'ai envie d'être... je ne vais pas dire quelqu'un d'autre, parce que ce serait trop... Non. Trop long, mais est-ce que j'ai envie, sur certains aspects de ma personnalité, de voir les choses autrement? N'éludez pas cette période de votre vie, posez les questions et réfléchissez-y, et pas forcément tout seul. Et maintenant, on va passer aux travaux pratiques. Comment cultiver votre optimisme ? Alors, on va revenir avec nos expertes sur les bons conseils à vous donner. Et puis, il y a des techniques et des lieux où vous pouvez cultiver votre optimisme, comme par exemple, on l'a cité en début d'émission, le yoga du rire. Alors, on est allé dans un centre social de Lille pour assister à une séance de yoga du rire. Alors, pour le coup, ça concerne tout le monde, hein, les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés. Mais vous allez voir que c'est efficace. Safia est professeure de yoga du rire. Chaque semaine, elle anime des ateliers pour les particuliers et intervient également en entreprise. Sa mission, répandre le rire et ses multiples bénéfices. Le cerveau ne fait pas la différence entre un rire naturel et un rire exercé comme dans le yoga du rire. Donc dans les deux cas, le cerveau produit des endorphines, donc une des hormones du bonheur, ce qui fait qu'on est en joie, et également le rire permet de diminuer l'hormone du stress dans le corps, ce qui fait qu'on est détendu. Mais aussi un sommeil de meilleure qualité, un relâchement des tensions physiques et mentales ou encore un système immunitaire renforcé. À voir le sourire des pratiquants, le mieux-être est immédiat. Je sens que l'énergie circule et je me sens plutôt en peps par rapport à juste quand je suis arrivée où voilà, je sentais que la journée avait été bien intense. Et après, voilà, rire dans la vie, surtout, vraiment. Moi, je le mets en traitement médical de base. Et pour améliorer votre optimisme, il existe quelques exercices très simples à faire chez soi. En voilà un exemple. Alors voilà un exercice tout simple à faire chez vous pour atteindre le rire de manière vraiment simple. Vous allez inspirer par le nez, gonfler le ventre, et au lieu d'expirer, vous allez commencer à rire. Et cet exercice permet non seulement de respirer, de rire, ce qui vous amène un état de joie intérieure et de vous reconnecter en fait à votre joie intérieure et d'avoir le sourire, d'avoir le smile, d'être positif, de redevenir optimiste sur la vie. On le fait tous les quatre là tout de suite. Donc elle a dit il faut inspirer. Vous avez réussi à nous faire. Ça marche. Alors, remboursé par la CARSAT. Non, mais en plus, c'est vrai parce que vous accompagnez ce genre de démarche. Hein. Voilà, on a déjà accompagné ce genre de démarche. Et c'est vrai que je pense que nous, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner le plus possible le senior à justement avoir une retraite qui soit active et épanouie. Et ça passe notamment par ce type d'action de prévention collective, parce que c'est là aussi où on voit tout l'intérêt du lien social, justement, pour ne pas se retrouver dans des situations d'isolement et où ça peut être parfois difficile de trouver les ressources, justement, pour rebondir, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Alors Zélie, vous nous avez préparé quelques mots-clés qui vont s'afficher à l'écran. Comment s'ouvrir, donc, à l'optimisme ? Oui. Alors, il y a plein de choses. C'est ça qui est génial, c'est que c'est très, très riche. Alors déjà, s'activer. Il y a le philosophe Alain qui disait « le secret de l'action, c'est de s'y mettre ». C'est vrai qu'on est rarement optimiste dans l'immobilité, je dirais. Donc, ça va avec l'action et on connaît les bénéfices justement du sport sur notre bien-être physique parce que ça va venir développer de la dopamine, de la sérotonine. Donc déjà, se mettre en action, ça c'est hyper important. Ensuite, je dirais s'entourer de beau, de bien, se faire plaisir. Donc ça voudrait dire écouter de la bonne musique. Quand vous mettez de la musique dans votre voiture le matin, déjà ça met en joie. Parce qu'il faut savoir que l'optimisme, c'est un état, c'est pas une émotion. Mais par contre, elle est souvent reliée à l'émotion de la joie. Donc au plus on est en joie, au plus on a de chance aussi de cultiver son optimisme. Donc allez voir des expos, allez voir des expos de peinture, enfin s'entourer de beau, ça fait vraiment de bien. Comme je le disais, s'entourer de gens positifs, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, pour justement développer cette contagion positive qui va permettre aussi, qui va donner envie de renouveler aussi ces rencontres. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas perdre le lien et de s'entourer des gens justement qui vont rire, qui vont avoir de l'humour. Voilà.
Ensuite, ça serait aussi mettre une gymnastique dans notre vie, alors une sorte de routine dans notre vie. Et moi, je le pratique tous les jours, c'est de se dire en fin de journée, quelles sont par exemple les 3 petites choses qui me sont arrivées de bien dans ma journée. Parce qu'on a tendance à oublier voilà, ça permet un ancrage en fin de journée de se dire, ok, si j'y réfléchis finalement, qu'est-ce qui D'accord. Ensuite, ça pourrait passer, alors on verra aussi avec le Qigong, l'idée de respirer, de méditer, ça permet aussi de retourner à l'instant présent, parce qu'on a vu que l'optimisme, c'est toujours une anticipation sur le futur. Donc là, on va venir canaliser en fait tous ces dossiers négatifs et les laisser passer comme ça. Donc... Ouais, et puis regarder sur le moment présent toutes les petites pépites qu'il y a autour de soi. Enfin, je sais pas, son petit enfant qui s'éclate dans un parc, c'est un beau moment qui peut donner de l'optimisme, à condition de pouvoir le capter. Exactement. C'est vraiment être en conscience du moment présent. C'est ce que nous propose aussi la méditation ou la sophro. Enfin voilà, il y a plein d'activités qui le permettent. Merci pour ces conseils. Alors je reviens vers la scientifique. Est-ce qu'il y a une corrélation entre plus je vieillis, moins je suis optimiste? Enfin, est-ce que vous avez des données là-dessus? Je n'ai pas de données scientifiques, j'ai juste des hypothèses scientifiques qui pourraient prédire. Il faudrait faire l'expérience. Mais ce qui est sûr, c'est que l'optimisme est lié à la santé mentale. La santé mentale, c'est le fait de vivre des émotions positives, c'est le fait aussi en fait, d'avoir beaucoup moins d'anxiété, un niveau de bien-être supérieur. Et ces éléments-là sont constitutifs d'une santé mentale qui, elle, peut tout à fait se mesurer. Il y a tous les questionnaires possibles, imaginables, pour mesurer en fait une bonne santé mentale. D'accord. Là, c'est des choses vraiment qui Et il y a une corrélation très forte entre un niveau d'optimisme élevé et une santé mentale élevée. D'accord. L'inverse, c'est sur le sujet de la santé mentale. Il y a des corrélations inverses aussi. C'est quoi le Qigong ? Le Qigong, alors moi je l'ai pratiqué qu'une seule fois, donc je ne suis pas une experte, mais on va venir travailler sur ses énergies, de ce que j'en ai retenu. D'accord. Voilà, c'est une sorte de sport, une mise en mouvement pour se reconnecter avec son énergie. Eh bien, au Centre social Mosaïque à Lille, il y a des séances de Qigong, pas les Qigong, Qigong, réservées à des seniors, et vous allez voir qu'ils en profitent pleinement. Concentrez sur votre respiration. À l'inspire, le ventre gonfle, à l'expire, il dégonfle. Sylvie est professeure de Qigong, une gymnastique traditionnelle chinoise basée sur la respiration. Avec ses mouvements lents et sans à-coups, sa pratique est idéale pour les seniors. Les mouvements sont lents, donc on arrive à déceler ses limites. Et ils sont lents pour s'arrêter quand le corps il fait bzzz. Il faut s'arrêter et le fait de respecter ses limites au fur et à mesure permet de les dépasser. Donc là, c'est plutôt se remettre en forme en écoutant bien son corps. Pratiqué régulièrement, le Qigong apporte de nombreux bienfaits. Il soulage les articulations grâce à des exercices d'assouplissement. Il améliore la digestion ou encore le transit. Et si elle permet d'entretenir sa santé et sa vitalité, cette méthode douce aide aussi à trouver la détente et le calme intérieur nécessaire à un bon équilibre psychique. Là, on est à l'intérieur de soi, on n'est pas dans le passé avec ses ruminations, ses regrets, on n'est pas dans le futur avec son stress, on est là, ici et maintenant. Et c'est ça qui va relaxer, et se sentir de mieux en mieux et apprendre aussi à ralentir. On est toujours en train de courir, le Qigong c'est lent, donc on apprend la lenteur. C'est terrible ces gens qui courent tout le temps, c'est ça le stress. Cela fait maintenant 7 ans que Sylvie anime ses séances à destination des seniors, à raison d'une fois par semaine. Parmi ses élèves les plus fidèles, Marie-Ange et Dominique. Je suis une fille assez très énervée, donc il me faut quelque chose pour me concentrer. Et ça me fait plus, disons, respirer. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens détendue, moins crispée. Ça remet aussi du baume au cœur de venir à ce cours qui se passe maintenant dans ce parc et ça fait du bien, ça fait du bien.
Bon, ben voilà, pratiquez et regardez si autour de chez vous il y a ce type d'offre, yoga du rire, Qigong, lieu de parole. Vous avez sur les sites internet toutes ces informations. Encore quelques questions concrètes. Est-ce que vous avez des trucs, questions ouvertes à toutes les deux, pour lutter contre le pessimisme, son pessimisme? Alors déjà, la formulation, elle est négative. Je dirais plus. Ouais, d'accord. Elle me reprend. Ouais. Ce serait plutôt comment faire pour amorcer les pensées positives. Alors on a eu des éléments de réponse qui sont tout à fait. Mais il faut assumer son pessimisme. Enfin, on peut avoir des moments de pessimisme. Oui, alors s'ils n'entravent pas en fait notre vie quotidienne, s'ils ne sont pas vraiment délétères dans nos relations sociales, dans notre santé mentale, on a le droit de se questionner négativement. Mais c'est comme tout comportement, à un moment donné, s'il devient pathologique, là effectivement, il faut essayer de le réguler. Mais il faut en être conscient déjà. L'accompagnement, vous l'avez cité, il ne faut pas être seul sur ces sujets-là. Alors comment on s'accompagne, comment on peut se faire conseiller? Je dirais que s'il y a une pathologie, en effet, on peut consulter, mais encore faut-il avoir une prise de conscience. Déjà, s'entourer d'amis positifs, de rencontrer. Voilà, même quand on fait partie d'associations, vous parliez d'engagement tout à l'heure. Une personne sur 3 s'engage. En général, dans les associations, il y a une belle contagion positive parce qu'il y a des vertus positives. Donc, je dirais que s'entourer de gens qui font du bien, qui veulent du bien et qui ont des enjeux positifs de vie. Vous confirmez l'étude de Boston là sur plus on est optimiste? Oui, elle confirme une plus vieille étude encore sur des nonnes. Des nonnes, des religieuses? Des religieuses. D'accord, c'est quoi? Donc alors, ces religieuses, en fait, cette étude, elle est très pure d'un point de vue longitudinal, puisqu'en fait, elle prend les gens à l'entrée du couvent jusqu'à en fait leur fin de vie, et ils ont exactement la même vie, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes horaires, et ils mangent les mêmes repas, etc., vivent dans les mêmes lieux. Et l'étude, elle a analysé en fait les récits qui avaient été écrits par les nonnes à l'entrée de leur couvent. D'accord. Donc avec vers 20-25 ans. Voilà, la moyenne d'âge c'était 20, à peu près. Et on les retrouve à l'âge de 75 ans. Ouais. Et les personnes qui avaient écrit un récit de vie qui était optimiste, avec plein d'émotions positives, en fait, sont les personnes qui vivent les plus longtemps. Ah ouais, et ça vit très longtemps une religieuse. Oui. Ah, c'est intéressant. Donc, on confirme, plus on est optimiste et plus on vit longtemps. Et mieux on vit longtemps, surtout. Si vous avez devant vous une personne qui vous dit ma vie est finie, c'est bon, elle est derrière moi, j'ai plus rien à en attendre, et puis en plus, avec tout ce qui se passe, vous lui répondez quoi? Alors, je lui demanderais s'il n'a pas envie de changer de lunettes. En fait, je vais lui prêter mes lunettes roses. Et de se dire, voilà, avec ces lunettes roses, imaginez que vous puissiez transformer ces scénarios négatifs en scénarios positifs. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'intéressant pour vous? C'est d'aller voir aussi les avantages à y aller, parce que il y a un certain avantage aussi à être pessimiste. Il y a un statut de victime aussi parfois qu'on ne veut pas quitter, parce que ça suscite aussi un certain intérêt. Donc c'est vraiment de changer de regard et d'enfiler les lunettes roses. Est-ce que vous recommandez des pratiques telles que celles qu'on a vues, yoga, Qigong Oui, alors moi je travaille au sein de l'université d'Artois, mais dans un département STAPS, c'est-à-dire sciences et techniques des activités physiques. Donc au cœur en fait de toutes les réflexions et des effets en fait des activités physiques sur les comportements. Et donc on sait très bien que des gens qui pratiquent ont une qualité de vie qui est meilleure, qui s'améliore, parce qu'ils vont y trouver justement des relations qui sont positives. Et puis parce qu'ils se sentent plus impliqués, plus en lien avec eux-mêmes, déjà corporellement, mais aussi dans leurs réflexions. Bien sûr, les activités physiques, oui, je les recommande. Si j'étais médecin, je les prescris. L'intergénérationnel est-il un accélérateur du positif?
C'est-à-dire se connecter avec des jeunes, aller vers les jeunes. Oui, il y a des tas d'expériences aujourd'hui qui tendent à le prouver, hein, effectivement, puisqu'il y a une certaine naïveté chez les enfants, une espèce de pureté émotionnelle aussi qui n'est pas contredite en fait par des schémas de pensée, parce que plus la pensée est forte, plus la réflexion peut se tourner vers des éléments négatifs. Donc les enfants n'ont pas cette maturité cognitive et donc ils sont dans des émotions qui sont pures, qui sont joyeuses. Donc ils nourrissent en fait leurs aînés d'émotions positives. Et l'optimisme, Zélie, sur ce sujet? Je dirais, en fait, on parle d'énergie vitale, que ce soit avec les enfants, avec la nature, d'aller au contact de cette énergie vitale qui met en joie. Et alors, ce qui est important, et vraiment pour être rentré aussi dans un couvent, c'est se connecter avec la créativité. En fait, les religieuses, souvent, elles font énormément d'activités manuelles. Et on a vu que la créativité aussi, ça pouvait favoriser en fait un certain optimisme, de faire ensemble et de créer. En fait, l'optimisme va aussi avec des choses innovantes, de s'essayer à quelque chose de nouveau. Tiens, le matin, devant mon miroir, moi, je souris, je fais l'exercice de sourire. C'est une bonne pioche, mauvaise pioche. C'est génial. Ça sert, ça peut servir. Tout ce que vous donnez à croire à votre cerveau, il le croit comme vrai. Donc, si vous lui faites croire que déjà vous êtes heureux, vous allez avoir une prédisposition heureuse. Et puis, c'est vrai que quand on sourit dans la rue, ça aussi, ça fait partie des petits conseils. Quand on sourit dans la rue, ça a un effet miroir. Et puis, quand on dit bonjour, et voilà, avec un grand sourire, franchement, essayez, c'est tout simple. Mais vous allez voir, dans votre journée, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Prenez note et surtout agissez. Soyez optimistes. On vous a expliqué que ça pouvait vous apporter du bonheur et aussi de la durée de vie. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie et on se retrouvera très vite pour d'autres conseils pour vivre à fond votre deuxième vie. Salut les seniors.